Quand on a lancé The Family, la première semaine, on a eu 300 applies. Et ça, c'est Product Market Fit. T'es dans la merde. J'ai une émeute de gens qui trouvent que c'est intéressant, qui veulent travailler avec toi. Et c'est évidemment l'année 2013, l'année où on a déçu le plus de gens. Ce qui marche, c'est l'intensité. L'intensité révèle la vérité. C'est le genre de problème, si ça tourne mal, tu payes 10 fois le prix. De toute façon, l'échec fait partie du quotidien des entrepreneurs. Une faiblesse cachée, c'est une faiblesse pas résolue. Parce que quand les gens savent, tu deviens invisible. Aujourd'hui, je suis avec Oussama Ammar, cofondateur de The Family. The Family est un accélérateur pour startups européennes destiné à les aider à décoller, le tout dans une ambiance décontractée. En 2017, elle a franchi le seuil, écoute bien, d'1 milliard d'euros sur la valorisation totale de ces startups. Oussama est un ami, mais objectivement cette interview est une vraie mine d'or. Et d'autant plus si tu as faim de faire décoller ton business. Bon visionnage. T'as vu beaucoup de startups depuis que tu as créé The Family et même avant, plus les tiennes. Est-ce que tu vois des points communs qui font la réussite d'une startup ou sinon peut-être si on l'oriente plus sur l'entrepreneur, est-ce que tu vois des points communs dans la manière qu'a un entrepreneur de développer sa startup? Sachant que je sais que c'est pas forcément évident. Non, mais c'est une question hyper intéressante parce que c'est une question où même moi j'alterne, tu vois, dans les réponses parce qu'il y a toujours des biais de moments. Il y a toujours des moments où il y a un type qui réussit mieux que les autres et donc tu as l'impression que c'est lui le modèle. Mais après 5 ans à The Family, s'il y a un truc qui a vraiment changé dans mon esprit, c'est que je me suis rendu compte en fait que ça s'apparentait beaucoup à une relation intime, faire une boîte. Et donc c'est vraiment la rencontre entre un entrepreneur et un marché. Et on ne se pose pas suffisamment la question de savoir est-ce que cette rencontre sera compatible ou pas. On a toujours des modèles de réussite un peu standards en tête, en se disant pour réussir, il faut être courageux, discipliné, ambitieux, etc. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça veut dire des choses différentes en fonction des industries et en fonction de là. Et maintenant, moi, par exemple, mon challenge personnel, alors c'est un peu idiot, hein, mais moi je me demande toujours maintenant si l'entrepreneur, est-ce que je le verrais marié avec la boîte qu'il est en train de faire? Est-ce que j'arrive à les imaginer comme un couple? Donc j'essaie d'incarner la boîte, j'essaie d'incarner leur relation amoureuse. Et en fait, c'est un test où très souvent tu dis mais non, pas crédible le type, tu vois. Qu'est-ce que tu observes justement pour voir si ce mariage il peut marcher? Bah, la première chose, c'est qu'il faut apprendre à regarder les caricatures. En fait, je pense les caricatures, c'est très puissant. Mine de rien, on a un certain nombre d'idées en tête sur les gens quand on les voit. C'est pas la peine de faire semblant qu'elles n'existent pas. En fait, elles sont hyper puissantes. Et donc, un entrepreneur a besoin d'être sa propre caricature. Je pense que les bons entrepreneurs, en fait, arrivent à créer... tu vois, tout le monde voit bien pourquoi Steve Jobs, il est intense, profond. Tout le monde voit pourquoi Bill Gates, il est nerd. Tout le monde voit pourquoi Mark Zuckerberg, il a un hoodie. Et il veut conquérir le monde. Il y a un petit côté petit César, tu vois. Mais en fait, à la fin de la journée, tu as besoin de ces caricatures parce qu'elles portent ton projet autant qu'elles te portent toi, et ça fait un cycle très organique. Plus tu es la caricature de ton projet, plus ton projet avance. Plus ton projet avance, plus tu peux être la caricature de ton propre projet. Et c'est comme ça que finalement, les entrepreneurs finissent par incarner un projet. Je pense que l'un des sujets quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a énormément de travail qui ont été faits sur le savoir-faire des entrepreneurs. Tu vois, The Family a fait des centaines de vidéos là en 5 ans. Il y a des milliers d'articles qui ont été publiés. Tu peux trouver des livres sur à peu près tous les sujets. Donc maintenant, le savoir-faire est quand même super dense. Et donc maintenant, la différence, c'est le savoir-être. Alors le savoir-être, c'est la nouvelle frontière. C'est comment t'aides les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes vis-à-vis de l'entrepreneuriat et leur start-up, etc. Et puis, ça marche dans les deux sens parce qu'il y a des défauts qui sont carrément interdits à certaines industries. Par exemple, je sais pas, j'y pensais récemment, c'était pas très gentil, mais tu es dans la fintech. Tu as besoin de respirer la précision, l'intégrité,
t'as besoin de mettre les gens en confiance avec leur argent. Tu vois, si le mec il est artiste et il a l'air de perdre de l'argent de ses poches, personne n'a envie qu'il fasse une fintech, tu vois. Et en fait, ce genre de... Alors qu'il pourrait réussir dans un autre business où là, c'est moins grave qu'il dégage ça. Voire même, ça peut être à son avantage s'il est dans un autre univers. Et donc, je pense qu'il faut que les entrepreneurs réfléchissent très profondément à se dire, est-ce que je suis compatible avec l'industrie que je vise ou pas? Si je ne le suis pas, est-ce que je change d'industrie ou est-ce que je change moi? Parce qu'il y a toujours deux façons de faire. Tu peux changer toi-même, c'est un peu ton credo. Tu peux aussi changer ce que tu fais, en fait, pour être simplement un peu plus compatible avec ce que tu cherches. Mais sachant qu'en plus, moi, ce qui est important quand je parle de changer, dans le cas de la startup, je crois vraiment à l'idée d'aller choisir un projet qui est cohérent avec ce que ta vie elle démontre déjà, et pas aller chercher à… Qui résonne, qui résonne. Je pense qu'il faut que ça résonne, Alors, juste une petite question par rapport à ça, après tu me donnes deux autres points communs que tu vois. Je vois beaucoup de personnes qui ont un peu le cliché du serial entrepreneur qui est capable de faire des business dans tous les sens, qui sont très différents, des industries complètement différentes. Est-ce que tu penses qu'on peut tous devenir des serial entrepreneurs ou est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont presque nés pour avoir des business dans tous les sens et d'autres qui sont nés peut-être pour avoir un ou peut-être deux maximum business dans la même industrie et aller loin là-dedans? Moi, j'en connais pas de serial entrepreneur. D'accord. Je trouve que c'est une grosse illusion, serial entrepreneur. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à faire plusieurs fois le même coup. Ça oui. Je sais pas, Xavier Niel, c'est un bon exemple. Mais Xavier Niel, c'est un type qui maîtrise les coûts, la marge, qui a cette culture du low cost, tu vois. Après, donc on peut penser qu'il a fait plein de business, mais toi, ta vision, c'est que là où il excelle, il le réplique dans plusieurs industries. Exactement. Tu prends un Elon Musk, à la fin de la journée, quelle que soit l'industrie dans laquelle il est, il vend du rêve. La plus grande capacité. Tu sais, les gens doivent imaginer qu'Elon Musk, le soir, il boulonne la fusée. Mais en fait, non. Qu'il soit une fusée, une voiture ou je sais pas quoi, à la fin de la journée, son pouvoir magique, c'est cette capacité incroyable à vendre du rêve, en fait, et à mobiliser les gens sur des rêves incroyables. Aller sur Mars, l'électricité, les tunnels. Mais toi, tu y crois d'ailleurs qu'on peut aller sur Mars au passage? Ouais, bah, si lui, il a envie d'y aller, il y a bien des gens qui finiront par y aller, tu vois. Je n'ai pas très envie d'y aller, moi, mais peut-être en touriste plus tard quand on sera prêt. Il y a vraiment un travail à faire sur soi et de comprendre qui on est pour savoir quelle start-up. Et alors, je pense que s'il y a un vrai danger dans la mode des start-up actuelles, parce que depuis qu'on s'est parlé il y a 5 ans, les start-up, c'est quand même de plus en plus à la mode. Et j'ai l'impression, enfin tu connais mieux cette industrie, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est vraiment devenu presque… Pour être cool, il faut créer une start-up. Ouais, j'imagine que c'est… Si t'as pas fait ta start-up, t'as raté ta vie, tu vois. Mais ce qui est bon pour toi en soi. C'est pas mauvais pour mon business, c'est sûr. Il y a quand même un sujet important, c'est que les gens doivent comprendre que faire une start-up, c'est pas une fin en soi, en fait. Faire une start-up, ça implique plein de choses, à titre personnel, à titre pour sa famille, son environnement. Et donc, ce qui est important, c'est est-ce que la start-up qu'ils font va vraiment résonner avec qui ils sont et est-ce qu'ils vont réussir à trouver un angle intéressant où ils peuvent apporter de la valeur. Et moi, ce que je vois très souvent, ce qui m'agace le plus, moi, dans les gens qui apply à The Family, c'est que je trouve qu'il y a énormément de gens qui sont dans des approches hyper égoïstes de la start-up. C'est-à-dire, ils ont une idée, plus ou moins claire, et il faudrait que le monde entier se mette au service de cette idée et de leur vision. Mais ça ne marche pas comme ça. La première étape, c'est à toi de te mettre au service de ta vision et de ton idée, et c'est à toi d'apporter des choses. Tu aurais un exemple concret pour… L'exemple concret, c'est j'ai une super idée, mais je ne sais pas coder, je cherche un développeur pour la faire. Comme si tous les développeurs du monde n'attendaient qu'une chose, que le pharaon descende de la montagne et donne son idée. Mais les développeurs, ils s'en foutent. Aucun développeur au monde n'a envie de faire l'idée de quelqu'un d'autre. Les développeurs, ils ont envie de faire leur idée. Il y a des gens qui incarnent suffisamment un projet pour qu'un développeur se mette à leur service. Mais c'est parce qu'ils ont à apporter quelque chose que le développeur n'a pas l'impression qu'il peut trouver ailleurs. Et c'est jamais l'idée. C'est une personnalité, une compétence, une expérience, etc. Et quand tu démarres l'entrepreneuriat sans avoir eu de vie au préalable, en général, tu n'as pas grand-chose à apporter. Et donc, si tu n'as pas grand-chose à apporter, tu as plutôt intérêt d'être quelqu'un qui sait faire, plutôt qu'attendre que les autres fassent pour toi, parce que c'est ça que tu apportes sur le marché, ta capacité à faire. Et il y a trop de gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est théorique. Tu arrives avec une idée et ça va se faire tout seul. Ouais, c'est pas théorique. Il n'y a que dans The Social Network où le type, il a une idée et le lendemain, il a une boîte. En fait, le chemin, il est beaucoup plus long, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu observes que les startups, elles vont plus développer la capacité à faire elles-mêmes
puisque quand tu développes ta boîte au début, tu as tout à apprendre. Enfin, dans mon cas, j'étais un bébé de l'entrepreneuriat, marketing, vente, comptabilité, fiscalité, management, recrutement, tout ça, je comprenais pas comment faire. Est-ce que tu vois plutôt des personnes qui vont apprendre un peu à faire tout et ensuite déléguer, ou tu vois des schémas où les personnes, pour leur première boîte, hein, j'insiste, vont réussir à dès le début se dire je me trouve le bon développeur, le bon manager. Nous, un truc qu'on dit à toutes les startups de The Family, il ne faut jamais déléguer quelque chose que tu ne sais pas faire, même mal. Donc l'étape numéro 1, c'est toujours d'apprendre les choses à faire par soi-même. Un minimum. Un minimum. Parce que si tu délègues quelque chose, tu ne sauras jamais où est la barre. Si tu fais la compta mal, tu sais ce qu'est un bon comptable. Parce qu'un bon comptable, c'est quelqu'un qui est meilleur que toi. Qui fera mieux que toi. Mais si tu ne l'as jamais fait, tu as peut-être embauché un mec qui le fait moins bien que toi. Mais comme tu n'as pas ce référentiel ultime qui est toi-même, tu ne le sais pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut jamais… C'est très contre-intuitif, mais il faut déléguer ce que tu sais très bien faire. Parce que quand tu sais faire quelque chose, tu sais le déléguer. Parce que tu sais juger s'il est bien fait ou pas, comment il a été fait, etc. Et donc, l'entrepreneuriat, ça reste l'expérience gentilhomme contemporaine. Ça reste le seul domaine où tu as besoin de passer par toutes les étapes. Est-ce que tu penses qu'une fois que tu as fait, entre guillemets, une boîte, après, tu n'es pas forcément obligé de repasser par… Non, la deuxième, elle est beaucoup plus simple. Ouais. Okay. Il y a une très très grosse différence entre la première et la deuxième boîte. D'ailleurs, en parlant de ça, quelque chose que j'ai compris récemment, c'est que les gens ne voyaient pas l'aventure entrepreneuriale comme une carrière. Et c'est une erreur, puisqu'en fait, tout le monde a envie d'être Mark Zuckerberg avec la première boîte, mais on ne devient pas Mark Zuckerberg parce qu'on le décide, on le devient par chance, tu vois. Ça te tombe dessus d'être Mark Zuckerberg. T'as une idée ou pas du pourcentage statistique d'entrepreneurs qui vont arriver à, je sais pas, par exemple, dépasser le milliard de chiffre d'affaires? Bah, c'est simple, la Silicon Valley produit plusieurs dizaines de milliers de boîtes par an, et il y a à peine une boîte par mois, donc 12 boîtes par an qui valent plus d'1 milliard. D'accord. Donc ça fait une sur 10 puissance 5. Dans l'endroit du monde où qui produit le plus de start-up, ouais. Donc tu vois, c'est un jeu, t'as pas besoin d'être Mark Zuckerberg pour être heureux en entrepreneuriat. T'as plein de degrés de réussite en dessous qui sont agréables. Donc la question, c'est que si c'est pas quelque chose que tu choisis, mais que c'est une opportunité, c'est quoi la stratégie? Et la stratégie, en fait, c'est de se dire, chacune des entreprises que je fais écrit comme une ligne sur un CV. Et mon CV d'entrepreneur est de plus en plus crédible. Si tu fais une première boîte, que tu lèves des fonds et que tu la revends, c'est beaucoup plus simple de relever des fonds et de refaire une boîte. Récemment, tu vois, nous, on a un de nos entrepreneurs qui a vendu sa boîte assez correctement. Il a fait une première boîte pendant 8 ans qu'il a revendue. Là, sa deuxième boîte, je rigolais avec lui parce que son premier tour de table, il lève plus d'argent à une valo plus haute que tout l'argent qu'il a levé en 8 ans avec l'autre boîte et à une valo plus haute que la dernière valo de la dernière boîte. Et c'est son premier tour. Pourquoi? Parce que sur le CV, tout le monde a la référence du premier, il est crédible, donc c'est beaucoup plus facile. Et les gens ne réfléchissent pas assez stratégiquement là-dessus. Tu vois, si tu viens de loin et que tu n'es pas crédible, bah, bâtis ta crédibilité, il n'y a pas de problème. Et notamment, moi, un des conseils que je donne souvent quand les gens me disent « ouais, je fais une startup », je leur dis « faites pas de startup, faites des projets. Faites des projets personnels. Faites des trucs à côté de votre travail. Quittez pas forcément votre boulot du jour au lendemain. C'est pas fait pour tout le monde, ça. Par contre, si tu commences à construire des choses et si tu commences à faire des choses et qu'elles sont réelles, elles sont pas juste faites pour faire des choses. C'est pas tu vas faire semblant de faire un truc pendant 3 mois et tu vas dire ça y est, j'ai fait quelque chose. Tu peux par exemple être allé au bout d'un truc qui te passionne, un robot que tu as construit, aller au bout de l'organisation d'un voyage, ça peut être Exactement. Et ben, le fait de faire des projets va te mettre dans un rythme entrepreneurial beaucoup plus intense. C'est un peu comme dans Karate Kid. Est-ce que tu as vu ce film incroyable? Je l'ai vu, mais je sais pas si je me souviens de… Tu sais, quand il dit au gosse d'aller laver la voiture, tu connais cette scène, c'est ma scène favorite dans Karate Kid. Parce que le gosse, il vient pour apprendre le karaté, puis il passe sa journée à lustrer la bagnole. Et puis à un moment, il s'énerve, il dit « mais je croyais que je suis pas là pour ça, je veux faire du karaté ». Et puis tu vois, le maître lui met une claque, et donc il arrête la claque, parce que c'est le geste de lustrer. Et il lui dit « tu vois, on a déjà commencé le karaté, va lustrer la voiture ». Et en fait, c'est un peu la même chose, c'est que… Il ne voyait pas le lien qu'il y avait, parce que c'est 2 contextes différents, mais il développait les muscles, on va dire. Exactement. Et donc, quand tu veux être entrepreneur, tu as une phase où tu développes les muscles. Et alors, si tu as une idée géniale, grandiose et que c'est ta première boîte, bah, tant mieux. Mais c'est pas obligatoire, en fait. Et dans les startups que tu vois réussir, est-ce que tu vois plus de startups qui réussissent, qui sont la première startup de l'entrepreneur, ou plutôt la 2e, 3e, 5e, 10e? C'est très rarement le premier projet. Donc, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, même les Mark Zuckerberg, on a l'impression que Facebook, c'est leur première boîte. En
En fait, c'est des gens, il avait créé un truc open source qu'il avait mis en ligne quand il avait 16 ans. Il était déjà actif Il avait créé plein de projets qui avaient foiré, mais dont personne n'a jamais entendu parler parce que ça a duré 3 semaines. Mais tu vois, il était actif. Donc c'est pas une personne qui, entre guillemets, n'y a jamais pensé, a vu Gary Vee sur Internet, s'est dit je vais entreprendre et comprend pas pourquoi ça marche pas dès le premier coup. Exactement. Donc c'est forcément des gens qui ont une vie intense et remplie avant. J'ai jamais vu quelqu'un ne pas avoir de vie et réussir comme entrepreneur. Après, je sais pas, tu as des gens... par exemple, là, en ce moment, on a un cas moi, qui me fascine. On a un ex-sportif de haut niveau qui est une machine. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a tout compris sur qu'est-ce que ça voulait dire être intense, apprendre des choses et tester des choses. Tu penses qu'il les a appris liés à son parcours de sportif? Ouais, c'est évident. D'ailleurs, il me le dit. Hein. Il me dit qu'il a l'impression de juste reprendre à zéro sa carrière de sportif de haut niveau. Et en plus, il était dans un domaine dur où il faisait du golf. Et le golf, tu vois, c'est très contre-intuitif. C'est pas naturel de jouer au golf. C'est des exercices. C'est bizarre, quoi, le golf. C'est pas comme courir. Courir, tu vois, encore, ça peut être quelque chose de naturel. Tu peux être Usain Bolt. Et en plus, ça demande un sacré self-control de faire du golf. Exactement. Donc, quand tu as fait ça 15 ans, bah, quand on te dit, ouais, il faut apprendre des choses contre-intuitives et il faut le faire souvent et de façon répétée, et machin, ouais, pas de problème. Et donc, tu vois, c'est sa première expérience entrepreneuriale, mais il semble avoir un naturel incroyable. Mais ce naturel, il n'est pas naturel, en fait. Il vient du fait qu'il a une super expérience. Ouais. Cool. Je vais passer à une autre question pour aller plus loin sur les points communs, mais j'ai trop de questions, il faut que je choisisse. Allez, une que tu parles dans certaines de tes vidéos du product market fit. Quel conseil t'aimerais donner à une startup ou même, parce que j'aime bien prendre cette notion-là pour l'appliquer à d'autres entreprises que des startups, parce que finalement, tout le monde a un product market fit. Voilà. Comment on se rend compte qu'on est vraiment pas dans un product market fit et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en approcher au minimum? Je pense que le product marketing, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand tu y es pas, tu peux avoir des doutes sur le fait est-ce que j'y suis ou pas. Mais quand tu y es, il n'y a plus de doute. Alors souvent, je dis le product market fit, c'est souvent quand... C'est un peu comme un truc de physique, c'est quand le coup que tu donnes, tu es renvoyé fois 1000. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu donnes un coup, puis il n'y a rien qui revient. Tu contactes un client, puis il n'y a aucun client qui te contacte. Tu contactes 50 clients, il n'y a aucun qui te répond. Voilà, tu vas à une conf, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est pas avoir product market fit. Avoir un product market fit, c'est tu vas à une conf, tu dis un truc, et tu as les gens qui attendent en ligne, tu sais pas comment faire, et tu es tout seul. Ils en parlent à d'autres personnes. Et ils en parlent à d'autres personnes, et tu es harcelé chez toi, et tu es dans la merde, quoi, tu vois. Là, je pense que la bonne définition de product market fit, c'est que tu te sens dans la merde. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe où le marché t'aspire et donc tu n'es jamais à la hauteur du marché. Et notamment, précise parce que c'est clair pour moi ce que tu viens de dire, peut-être pas pour des personnes qui débarquent l'entrepreneuriat quand tu dis que tu n'es pas à la hauteur du marché. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à satisfaire les clients, tu n'arrives pas à leur donner… Tu as un vrai problème de qualité. Tu as un vrai problème de qualité, tu n'arrives pas, les clients ils veulent A, en fait toi tu donnes B mais ils n'ont pas compris que tu donnais B, donc il y a de la frustration. Quand tu es en fait cette phase de product market fit est une phase qui fait mal. Ça fait jamais du bien. C'est jamais une sinécure d'avoir son product market fit. Et tu veux dire qu'il y a des gens qui peuvent fantasmer le jour où… Je vais donner un exemple de product market fit. Quand on a lancé The Family, la première semaine, on a eu 300 applies. Il y avait Alice, moi et Nicolas dans un appart où, en clair, je crois qu'il n'y avait même pas de meubles et le chauffage il marchait pas. Et on recevait les entrepreneurs. C'était un hiver. Quand on a démarré en 2013, il faisait super froid en mars. Et le chauffage ne marchait pas, il faisait 10 degrés dans la baraque. Et les mecs venaient, quand ils pitchaient, tu sais, il y avait leur buée qui faisait des trucs comme ça. Et leur vapeur. Et ça, c'est le product market fit. Tu es dans la merde. Tu te dis merde. Moi, j'ai lancé mon truc en ligne pour être tranquille, tester le truc. Et là, j'ai une émeute de gens qui trouvent que c'est intéressant, qui veulent travailler avec toi. Et c'est évidemment l'année 2013, l'année où on a déçu le plus de gens. Forcément. Parce qu'en fait… peut-être qu'il y a 20 personnes que tu vas réussir à bien traiter, 30 personnes sur les 300. Vous n'étiez pas dimensionné à l'époque, pas les process. Et donc, tu rattrapes. Et maintenant, on a 300 applies toutes les semaines. Et, tu vois, je peux être là avec toi, quoi. On est 40 dans l'équipe, on est dans 3 pays, etc. Alors, c'est quoi la réflexion? Parce que donc, dans ton cas,
En tout cas, pour The Family, vous l'avez trouvé dès le début de la naissance de The Family. Imaginons que je me reconnaisse, je regarde la vidéo et je me dis putain, mais moi, effectivement, quand je parle de mon produit, les gens, alors pire, ils partent, ou alors ils disent ah ok super, et ils changent de sujet de conversation, ou il se passe pas grand chose. Quand t'as pas de product market fit, t'as une seule chose à faire, c'est de changer radicalement ce que tu fais et de trouver un point d'inflexion de changement. Par exemple, peut-être que c'est le pricing, peut-être que c'est le produit, peut-être que c'est l'offre, peu importe. Tu as forcément une intuition sur ce qui ne va pas. Cette intuition, elle est juste ou fausse, peu importe. Faut tester. Ce qui compte, oui, mais quand on dit, par exemple, je donne un exemple. On a une boîte chez nous, elle fait du pressing, elle fait le même prix que les autres pressing, machin. Pas de product market fit. Tu leur dis, mais c'est quoi le problème, les gars? Ouais, je sais pas, en fait, on n'a pas dépensé de marketing. Bah, si, tu as dépensé du marketing, tu en as parlé à ta mère l'utilise pas. Pourquoi ta mère, elle l'utilise pas? Je veux dire, si ta mère l'utilisait et que tu me disais ma mère l'utilise parce qu'elle en a entendu parler et il faut que je parle à 10 000 personnes, tu aurais un problème de marketing. Mais tu n'as pas un problème de marketing. Même les gens les plus proches de toi, ils n'utilisent pas le service. Et ta copine, elle n'utilise pas le service, ta mère n'utilise pas le service, personne n'utilise le service. Dans le cas, alors bien pour préciser, je le rends pédagogique pour certaines personnes qui font vraiment, qui démarrent. Dans le cas, dans l'exemple que tu prends, d'un produit qui concerne monsieur, madame, tout le monde, Exactement. et donc ta sœur, ta maman, etc. Exactement, pressing. Qui n'a pas besoin d'un pressing? Alors tu leur dis, mais qu'est-ce qui fait votre valeur? Ah, notre valeur, c'est qu'on va à la maison. Bah, ok, mais est-ce que les gens vraiment, ils se disent, ah c'est génial, j'avais jamais pensé à ce qu'un mec puisse venir chercher mon linge chez moi. En fait, c'est chiant, faut donner rendez-vous, machin, etc. Bon, est-ce que tu peux vraiment aller à la maison plus vite? Non. Est-ce que tu peux aller à la maison mieux? Non. Donc tu vois, le fait que tu vas chercher le linge à la maison, c'est pas un point d'inflexion. Alors, à force de creuser avec eux, je leur dis, bon, ok, si d'après vous, il y avait un truc qui permettrait que ce soit une évidence et que tout le monde utilise, c'est quoi? Ah, bah, il faudrait diviser les prix par deux. Bah, pourquoi vous ne divisez pas les prix par deux? Parce que pour diviser les prix par deux, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de volume. Et on n'est pas prêt à avoir ce volume. Pas grave, faisons semblant de l'avoir, le volume. Voyez si ça marche. Divisez les prix par deux. Et diviser les prris par deux, la demande fait x5. Je dis, bah encore, vas-y, divise par deux à nouveau. Et redivise par deux, la demande elle fait x10. Je dis, bon, bah maintenant, tu as un problème. Donc on est un peu dans la problématique d'Amazon, d'optimiser vraiment la logistique. Et je dis, maintenant, tu as un problème, c'est qu'il va falloir vivre avec des marges toutes petites. Mais maintenant, tu sais comment construire ta boîte. Et évidemment, maintenant, tout le travail, ça va être de construire une boîte qui peut vivre avec ses marges. Peut-être c'est possible, peut-être que c'est pas possible. Mais maintenant, tu as ton product market fit. Et tu as compris que ton product market fit, c'est le prix. Donc, il faut trouver un seul critère de ta boîte et le changer radicalement. Or, comment les gens testent le prix? Ils font moins 5%, plus 4%. C'est pas radical. Ouais, c'est pas assez radical. Vraiment, ce qui marche, c'est l'intensité. Il faut y mettre… Parce que l'intensité révèle la vérité. Si tu divises les prix par 10 et que personne vient, c'est que c'est pas un problème de prix. Si tu multiplies les prix par 10 et qu'il y a toujours autant de gens qui viennent, c'est que c'est bon en fait. Donc le fait de faire des gros trucs, ça révèle tout de suite, tu vois, c'est comme une réaction chimique. Tu aurais 2-3 exemples de startups qui ne l'avaient pas et qui l'ont trouvé et que ça a eu de la croissance? C'est un peu le quotidien de The Family, ça. Souvent mauvais product marketing parce que mauvais targeting client. Tu changes une phrase et d'un seul coup ça prend. La manière de t'adresser au client n'est pas la bonne, donc voilà. il se sent pas concerné. Il ne se sent pas concerné, il ne comprend pas que c'est pour lui. Donc ça, c'est très courant. L'exemple le plus récent que j'ai, c'est à une boîte qui vend un produit aux femmes et qui décide de le vendre aux mamans. Et d'un seul coup… On passe de toutes les femmes aux mamans et la communication autour des mamans. Exactement, et donc on change la phrase, hein. On dit… C'est plus un produit pour les femmes, c'est un produit pour les mamans. Alors, il y a un truc que tu es en train de définir que je trouve super et qui est important pour moi de préciser, c'est-à-dire que la frontière justement entre ce qu'est le produit et ce qu'est le marketing, elle n'est pas forcément évidente et claire, déjà même pour moi et pour les personnes. C'est-à-dire que là, du coup, on inclut dans le product market fit la manière dont je vais présenter mon produit, le packaging, à qui je m'adresse, et on met dans ce que tu appellerais le marketing plus l'effort financier de le faire connaître. Exactement. Mais du coup, dans le product market fit, il pourrait avoir ma page de vente. Bien sûr. Dans le marketing, il y aura le fait de mettre de la publicité pour qu'on la voit. Exactement. C'est un très bon résumé. L'autre point de product market fit qui est très courant, il y a le pricing, il y a le message, il y a le fait de supprimer des features. Alors, ça peut paraître très contre-intuitif parce que le réflexe, c'est que les gens veulent rajouter des features. Alors que des fois, quand tu supprimes des features, tu forces les gens à n'utiliser qu'une chose et se rendre compte que c'est utile en fait. Comme quelque part Apple, Microsoft, ils sont arrivés à quelque chose qui paraissait, à l'époque surtout. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que nous on répète tout le temps, qui est une vraie bonne leçon.
Vaut mieux faire quelque chose d'incomplet mais parfait que de faire quelque chose de complet et imparfait. C'est qu'il vaut mieux faire un truc qui répond à un tout petit besoin, mais super bien, que de faire un truc qui répond un peu à tout, mais moyennement. Ça, c'est une erreur très courante d'absence de product market fit. Parce que la tendance naturelle, c'est d'avoir peur que ça ne corresponde pas à tout le monde, et que donc, tu fais un truc complet, et comme tu n'as pas les moyens, en plus, tu en veux aux gens en disant « bah oui, mais j'ai pas les moyens de faire mieux. C'est déjà pas mal pour ce que je peux faire. » Oui, mais en fait, les gens sont horribles, ils s'en foutent. Et c'est normal en soi. Oui, c'est normal. Tu penses à toi, ils pensent à eux. Exactement, ouais. Les clients sont l'espèce la plus dure au monde, en fait. Tu vois, c'est des gens, ils n'ont pas de considération pour ta personne. Et en soi, quelque part, tant mieux. Est-ce que ça te pousse à devenir meilleur Ah oui, bah ça c'est heureusement, sinon ce serait horrible le monde. Tu sors un produit de merde, tout le monde le veut et tu penses que tu as tout compris. Exactement. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui démarrent, surtout vu qu'en plus ça devient un peu plus la mode d'entreprendre, qui vivent des moments difficiles, par exemple ils ont une phase de croissance et après il y a beaucoup moins d'argent qui rentre, ou l'entreprise elle passe des stades différents. Donc, ils ont besoin d'investir, donc du coup la trésorerie elle part. Dans les phases où t'es passé par des phases un peu plus difficiles, par exemple financièrement ou voire même émotionnellement, tu te dis quoi à toi-même? Comment tu fais pour continuer? Enfin, est-ce que tu as une manière de te parler ou des outils ou des stratégies ou quelque chose qui aide quand tu te sens un peu perdu pour se remettre dans l'axe en fait? Il y a 3 conseils nous qu'on donne à nos entrepreneurs en permanence. D'abord, l'entourage. Quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas déconner avec ton entourage. Tu as besoin de gens positifs autour de toi. Si tu as des gens toxiques dans ta vie, il faut les balancer. Il faut être impitoyable. C'est vraiment, mais là, si tu veux, c'est comme quand tu es sportif de haut niveau, tu ne peux pas déconner avec ton alimentation. Parce que l'alimentation a un impact direct sur ta performance. Quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas déconner avec ton entourage. C'est vraiment un truc. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les entrepreneurs ont des compagnons, des compagnes incroyables, et que quand ils en ont pas, ils ont des vies hyper stables, enrichissantes, avec des gens qui les aiment autour d'eux, etc. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que moi, j'ai un des points communs que j'ai remarqué chez plein d'entrepreneurs de famille, c'est qu'ils ont tous des familles dans lesquelles ils se sentent bien. Et quand ils se sentent pas bien, ils ont créé des cercles d'amis. Ils ont créé notre famille. Mais ils ont, que ce soit leur famille biologique ou pas, ils ont créé ce truc. Ils ont créé cette coquille dans laquelle ils peuvent venir, parler vrai, pas faire la comédie, être déprimés quand ils sont déprimés. Tu vois, avoir cette expulsion d'émotions réelles. Et ça, c'est hyper important. Donc, ton entourage est la première chose à mettre en ordre dans ta vie. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais voir ses faiblesses comme autre chose que des forces. Alors, c'est un peu con à dire, mais je vais te raconter un exemple. Tu vois, il y a un type dans notre industrie qui s'appelle Paul Graham. Yes, tu m'en as déjà parlé. Paul Graham, il fait rêver tout le monde, tu vois où je vais en venir. Ouais. Moi, Paul Graham, je le lis depuis 10 ans. C'est son bouquin qui m'a donné envie de faire The Family. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Hackers and Painters, les hackers et les peintres, qui m'a vraiment inspiré The Family. Il a fait Y Combinator, qui est 100 fois ce que The Family aimerait être. Tu vois, il a toutes les figures et toutes les caractéristiques des gens que tu admires, quoi. Et moi, je l'admire profondément. Je suis fan. Et fan, tu vois, comme un gamin peut être fan de machin. Je le rencontre complètement par hasard à Paris. Je le bouscule. Je le fais tomber. Je le ramasse. Je me dis, merde, je viens de bousculer Paul Graham. Et là, le mec me voit et me demande, tu vois, je lui dis, vous êtes Paul Graham? Il me dit, ah, mais comment tu me connais et tout. Je lui dis, ah, machin, The Family, ça. Et là, il me dit, ah bon, et ça va bien, The Family? Et c'était un moment où on avait une question existentielle forte et une crise qu'on n'arrivait pas à gérer en interne. Et là, qu'est-ce que je me dis instantanément? Je me dis, putain, il y a Paul Graham, je peux lui raconter mon problème, il a peut-être une réponse intelligente. Je pense que 99% des gens à ce moment-là auraient dit, ouais, tout va super! Parce qu'ils n'auraient pas voulu être pris en faiblesse devant la personne qui s'admire. Or, simplement dire la vérité et dire, ça va pas, voilà mon problème, et ben mon problème, il l'a résolu en 15 minutes. Alors, je peux faire une petite parenthèse qui pour moi c'est super important et la ligne, mais pour moi-même elle n'est pas claire. Et que ce soit au niveau des équipes ou des clients. Il y a d'un côté cette idée, je ne sais pas, tu vas me dire comment toi, ta vision du monde, que l'entrepreneur il est là pour véhiculer de l'énergie, une vision et entre guillemets s'il passe sa journée à être déprimé, je ne sais pas si ça va aider les équipes, les clients, les collaborateurs, les investisseurs à miser.
comment tu trouves la ligne justement entre envoyer le message, je suis là, je suis présent, on avance, et en même temps, je me confie et j'ai besoin d'aide en fait. Alors je pense que c'est une matrice à 2 étapes. Il faut dissocier l'externe et l'interne. Donc l'externe, ils n'ont pas besoin de savoir tes problèmes et ils ont juste besoin de savoir que les choses vont avancer. L'externe, c'est qui? Les clients, c'est les gens, les partenaires, les fournisseurs, l'environnement, tout ce qui est dehors. L'interne, c'est qui? C'est les salariés, les investisseurs, etc. Donc l'interne doit savoir ce qui ne va pas, l'externe ne doit pas le savoir. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que par exemple, imaginons qu'on a un problème de trésorerie, selon toi, les salariés doivent le savoir. Ouais. Et comment... Tu sais ce qui se passe quand les salariés le savent? Ton problème de trésorerie devient tout de suite moins grave. Moi je l'ai vécu là, cette année où on est en négo avec un investisseur. Et comme on est en négo avec un investisseur, ça nous a mis dans la merde niveau trésorerie, puisqu'on ne peut plus faire rentrer d'argent à part le sien. Parce qu'on en exclut avec lui, c'est interminable. Et à un moment, tu vois, il m'a dit un peu sur un air ah, mais ça doit commencer à être compliqué la trésor. Et j'ai pris mon Slack et j'ai dit à l'équipe ça va les gars, on est comment en trésor? Et là, ils ont tous commencé à faire des blagues sur le fait qu'on était à 0. Je lui ai montré l'ordinateur, je lui ai dit tu vois, ça s'appelle pas un leverage. Parce que quand les gens savent, tu deviens invisible. Et si quelqu'un est stressé par un problème de trésor et ne veut pas être là, vaut mieux qu'il parte tout de suite plutôt qu'il te rende responsable de ce problème 6 mois plus tard. Parce que c'est le genre de problème, si ça tourne mal, tu payes 10 fois le prix. Et j'en sais quelque chose, j'ai été un entrepreneur qui mentait sur les problèmes de trésor. Pas par malice, mais pour garder les gens au top. Sauf que qu'est-ce qui se passait? Quand tu finissais par pas résoudre ton problème de trésor, ils te rendaient doublement responsable. Tu étais doublement coupable. De ne pas l'avoir dit au début et que maintenant il soit encore plus grave qu'au début. Alors que quand tu dis les choses, tu rends tes employés responsables. Et c'est hyper important que tes employés... Et ceux qui font partie de la culture, ils vont presque se sentir... Ça fait un super filtre. Et si quelqu'un doit partir, qu'il parte maintenant. Vraiment, il y a un truc que tu apprends... récemment, je lisais un livre sur les pirates qui m'a fasciné. Et en fait, il y avait un capitaine qui disait les gens qui sont à bord, ils doivent avoir de bonnes raisons d'être à bord, sinon ils seraient déjà passés par-dessus bord. Tu sais d'ailleurs que tu racontes dans une de tes vidéos l'exemple de pirates et j'en parle. Non mais moi j'adore les sociétés pirates. J'en parle dans plein de conférences et je te cite d'ailleurs par rapport à ça. Ouais, bah c'est gentil. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a une deuxième matrice qui est que avoir des problèmes et être déprimé, c'est 2 choses distinctes. Quand j'ai dit à Paul Graham, on a ce problème, c'est pas en étant déprimé. C'était pas en étant déprimé, c'est j'ai ce problème, il est grave. Il faut qu'on le résolve. Il va peut-être me tuer et on n'a pas le temps d'être déprimé parce qu'il va peut-être me tuer. Donc quand c'est réellement important, t'as pas la place. Donc t'as les faits d'un côté et l'histoire et les émotions que tu vas mettre dessus. Exactement. Et tu dois apprendre ce détachement. Tu dois apprendre ce détachement que de toute façon l'échec fait partie du quotidien des entrepreneurs et que si tu dois mourir, eh ben, tu mourras et tu feras autre chose. Et la mort fait pas mal. Ça c'est un domaine où mourir n'est pas grave en fait. C'est même des fois libérateur, j'imagine, pour certains. Bah moi, dans mon cas, ça a été libérateur, tu vois. Comme j'ai vu le fond, j'ai plus du tout peur du vertige. Ça, c'est une chance incroyable. Après, je souhaite à personne. Hein, faut pas. Récemment, j'ai un mec qui me dit ouais, je vais faire faillite avec ma boîte. Je vais accélérer la faillite, comme ça c'est fait. Détends-toi, mon vieux, détends-toi. Ne te sens pas obligé de ça, mais effectivement. Du coup, je t'ai coupé en fait. Je t'ai coupé par rapport à la question de qu'est-ce que tu conseilles quand tu es dans une phase difficile. Donc, tu avais dit. Donc, tu parlais de Paul Graham. L'entourage de trouver des gens plus intelligents que toi et leur poser des questions. Et donc, c'était l'exemple de Paul Graham. Ouais. Ne pas cacher ses faiblesses. Une faiblesse cachée, c'est une faiblesse pas résolue. Faiblesse que tu ouvres à des gens comme ça, c'est une faiblesse que tu résous et c'est plus une faiblesse. Faut pas sous-estimer. Et ces gens-là, en plus, ils en ont marre des gens qui leur disent que tout va bien. Récemment, moi, j'ai un entrepreneur qui me dit ouais, tout va bien. Je dis mais pourquoi tu viens ici? Va te faire foutre. Je m'en fous que ça vaille bien. Je veux dire, si tu viens prendre mon temps pour me dire que tout va bien, bah, tu es en train de prendre le temps de quelqu'un que peut-être ça va pas bien. Et que je peux aider. Et que je peux aider. Donc si tu viens ici, c'est soit parce que tu as un problème, soit tu dégages. Enfin, je lirai sur Facebook et Instagram que ça va bien, tu vois. C'est pas... Et en plus, pour bien préciser pareil ce que tu es en train de dire, par rapport à la matrice que tu as donnée, on distingue bien le problème qu'a l'entreprise et le fait que moi, je le vois comme un problème. Évidemment. Et là, tu es en train de parler du fait, non pas la partie émotionnelle, mais... Ouais. Tu as des problèmes à résoudre. Bien sûr, tu en as toujours. Tu as toujours plein de trucs à résoudre. Et la troisième chose, et ça je pense que c'est un sujet, c'est qu'il faut s'amuser. Alors, c'est mon nouveau
C'est mon nouveau truc en ce moment, ça. Je m'en suis rendu compte récemment. Parce que j'étais dans une réunion là, d'entrepreneurs où ils étaient tous en train de raconter leur truc de productivité. Tu sais, je me lève à 5 heures, je fais je sais pas quoi. Et à un moment, je leur ai dit, mais les gars, quand est-ce que vous vous éclatez en fait? C'est quoi les moments où vous dites vraiment, putain, là, c'est le kiff? Tu sais, si la brigade du kiff, elle débarque, on prend pour perpète. C'est quoi ces moments-là, tu vois? Et donc, il y a un moment, si t'es entrepreneur, t'es dans le kiff. Et il faut mettre du kiff, tu vois. Alors évidemment, il faut être organisé, productif, meilleur, tu vois. Moi, je cherche des hacks de productivité. Tout le monde cherche des hacks de productivité. Mais si ça devient le centre de ta vie, ça sert plus à rien. Parce que le centre de ta vie, c'est de kiffer. Pourquoi par exemple, moi, mon grand problème dans la vie, c'est les emails. Trop d'emails. Donc je pense être devenu un vrai pro dans les emails. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas pour être un pro des emails. Je m'en fous. C'est juste pour me libérer du temps pour faire ce que je kiffe. Et il faut pas perdre ça de vue. Quand tu parles de faire ce que tu kiffes, c'est-à-dire vraiment, tu vois, t'as le cœur qui vibre, t'as le cœur qui bat. Mais dans l'entrepreneuriat. Oui, ou peu importe. Si c'est pas l'entrepreneuriat, fais autre chose. Mais fais que le centre de ta vie soit quelque chose qui te fasse vraiment vibrer. Vraiment, tu vois, moi le matin quand je me lève, je suis trop content, je vois des entrepreneurs, je les aide dans leurs projets. Il n'y a rien qui m'arrête. Les problèmes qu'on a sont pas graves vis-à-vis de ça et tout. Pourquoi? Parce que je m'amuse. Si à un moment, j'ai plus l'impression de m'amuser, l'amusement devrait être le thermomètre des entrepreneurs. Il y a trop d'entrepreneurs qui sont dans la souffrance parce qu'ils ne voient pas que la vie est une fête. Tu connais Hitch, la boîte de voitures partagées à Paris? Ah oui, je la connais, mais je l'utilise pas. Bon, Hitch, ça ramène les jeunes le soir de fête. Ils ont été interdits 3 fois par l'État. La première fois, ils ont été interdits par une décision préfectorale. La deuxième fois, ils ont été interdits par un truc étatique. Et la troisième fois, c'est carrément François Hollande qui, à la télé, a dit que la boîte était illégale. Donc, tu vois, quand tu as le président qui dit à la télé que tu es illégal et qu'il y a ta mère qui t'appelle, qui dit « Mais comment ça, mon fils, tu fais quelque chose d'illégal ?» Ton niveau de tension est assez élevé. Et bah, tu vois, ces mecs-là, récemment, ils ont survécu, ils ont changé de modèle 4 fois, ils ont une super boîte qui tourne maintenant. Et récemment, ils ont levé des fonds et tout le monde vient les féliciter en disant « Oh là là, ça a dû être dur. » Et ils m'ont dit la chose la plus gênante, c'est que j'ose pas dire aux gens la vérité, c'est que ça a été super sympa comme expérience. Parce que pour nous, la vie est une fête. Et oui, ok, la boîte elle allait marcher, peut-être qu'elle n'allait pas marcher, mais ce qui était important, c'est qu'on vivait des expériences humaines incroyables. Alors il y a eu des moments de stress, mais comme partout en fait. Mais ce qui était génial, c'était de pouvoir vivre une expérience intense que personne d'autre ne vivait. Et j'ai l'impression qu'à The Family, vous êtes les seules personnes à avoir compris que la vie était une fête. Et je pense qu'il faut faire de la vie une fête. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu dois avoir cette liberté, tu dois avoir cette tonalité que les choses, tu dois vivre ta vie comme un film, quoi. Tu vois, tu dois, si un mardi après-midi, tu as envie de prendre ton après-midi parce que machin, faut pas te sentir prisonnier par ta boîte. Tu vas prendre ton après-midi et peut-être que tu travailleras le dimanche, tu vois. C'est cette liberté absolue, cette fête absolue qui se rencontre et qui font que tu es réellement un entrepreneur. Si être entrepreneur, c'est subir son aventure entrepreneuriale, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Parce que tu n'auras jamais la force mentale de fracasser les murs. Souvent, moi, je dis aux gens, être entrepreneur, c'est pas éviter les murs, c'est pas passer par-dessus les murs, c'est fracasser le mur avec sa tête. Le mur, il est là, et bam, tu fous un coup de tête, machin. Et la seule façon de faire ça, la seule façon d'avoir ça, c'est parce que tu t'éclates à éclater des murs. Si c'est pas ton truc d'éclater des murs, mais prends un boulot, un salaire et vis une vie sympa, tu vois. Tu dois aimer le fait que tu vas avoir des problèmes régulièrement. J'adore ce que dit Gary. Il dit dans une des vidéos que au niveau macro, c'est génial d'être entrepreneur, et au niveau micro, bah, c'est plein de merde à gérer tous les jours. Et si ça te touche, c'est pas fait pour toi. Alors, du coup, juste une petite dernière question là-dessus. C'est quoi ton positionnement par rapport à cette idée de la semaine de 4 heures et aussi tu sais que tu as des vidéos là-dessus sur un peu work-life balance. Est-ce que tu vois des entrepreneurs qui ont réussi à développer leur boîte en travaillant très peu? La première boîte? Non, ça n'existe pas. Moi, la façon dont je vois le work-life balance, c'est que je pense que c'est pas le work-life balance, ça devrait être le work-real-life balance. C'est-à-dire que tu vas travailler très dur pendant 4 ans, puis après tu vas travailler beaucoup moins dur que les autres. Donc tu vois, tu es toujours très au-dessus de la ligne ou très en dessous de la ligne,
Et tu équilibres non pas dans la semaine, mais sur la vie. Tu vois, moi, j'ai travaillé hyper intensément de l'âge de 12 à 18 ans. De 18 à 23 ans, j'ai vraiment glandé. 22, 25 ans, j'ai retravaillé. 25, 27, j'ai glandé. 27, 31, là, j'ai vraiment travaillé très dur. Je ne sais pas à quel moment je vais recommencer à glander, mais il y aura forcément un moment où les choses vont être en rythme de croisière, je vais prendre de la distance, etc. Mais tu peux pas croire que sur ta première boîte, tu vas pouvoir équilibrer sur ta semaine. Ça marche pas. Il y a un moment, c'est un investissement qui est plus fort que toi et tu as besoin de mettre plus que ta vie. Mais tu n'as pas besoin de mettre toute ta vie dedans. C'est pour ça qu'il faut bien s'organiser. C'est pour ça qu'il faut bien préparer un moment entrepreneurial. Il ne faut pas avoir de dettes. Tu ne peux pas être entrepreneur et avoir des dettes. Ça ne marche pas. Faut pas avoir de situation familiale compliquée. Tu vois, la dernière fois, j'étais hyper triste. J'ai un mec qui vient, il me dit ouais, je sais pas quoi, j'ai perdu je sais plus quelle personne qui lui est proche. J'ai un enfant qui va pas très bien. J'ai besoin de tant d'argent par mois, donc je crée ma boîte. Tu dis, il se rajoute un énorme problème. C'est ça. Je te dis, mais à quel moment tu crois que c'est une simplification? Tu as besoin d'un salaire. C'est comme les couples qui sont en gros conflit et qui se disent qu'en ayant un enfant, ça va résoudre les... C'est une très bonne image. C'est le même truc. Si tu veux faire un enfant et que ça se passe bien, il faut que tout autour de toi, tout soit préparé à l'arrivée de l'enfant. Maintenant… Il y a les chiens, ça marche aussi comme exemple si tu veux le prendre. Ouais. C'est moins grave le chien. Non pas que les amis des animaux vont m'en vouloir, mais voilà. Donc tu as vraiment même de bien préparer le terrain à toi et de plonger au fond. Et après, le but, c'est de monter. Tu sais, même des gens invraisemblables de réussite ont pris beaucoup de distance par rapport à leur boîte. Je pense pas qu'un Larry Page et un Sergey Brin sont au bureau de 8h à 18h. Ils ont maintenant de la distance, ils ont un géant qui travaille. Mais quand ils étaient au début de Google, ils étaient de 8h à 2h du matin. Tu vois, jusqu'à ce que ça prenne en fait. Jusqu'à ce que ça prenne. J'aurais plein d'autres questions à te poser. On va refaire une interview tous les 5 ans. Pas de problème. Merci cool. David. Merci à toi, c'était vraiment top. C'était un plaisir. J'ai kiffé. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.